Bonjour, merci pour votre attention. Alors, si je pique un ballon avec une aiguille, alors le ballon explose. Donc on a tous observé que c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on y pense consciemment, nous, en tant qu'humains, si je pique un ballon avec une aiguille, alors le ballon explose, on voit des concepts de très haut niveau. On voit un ballon, on voit une action de piquer, on voit l'aiguille et on voit un gros boom. Et tout ça, c'est des trucs de très haut niveau. C'est pas une représentation de bas niveau, comme va être celle d'un réseau de neurones, par exemple. Donc si on voit donc, la différence, le cerveau il visualise des trucs de haut niveau, peu de concepts, donc c'est en très basse dimension. Le réseau de neurones, lui, va imaginer quelque chose des représentations de plus bas niveau et en beaucoup plus grande dimension, donc typiquement dans l'espace des pixels. Donc là, l'action de piquer une aiguille avec un ballon vue par Deep Dream. Alors, la question du coup de cette formation, c'est quelles sont les différences entre l'intelligence des réseaux de neurones et l'intelligence humaine. Donc on aimerait commencer par définir ce que c'est que l'intelligence humaine. Malheureusement, donc j'ai essayé de trouver des définitions satisfaisantes de l'intelligence humaine, mais en fait il en existe des dizaines selon les domaines, en biologie, en sciences cognitives, en psychologie, en philosophie. J'ai demandé à un collègue de Scipios l'autre jour ce que c'était pour lui la différence et il m'a dit c'était l'amour. Donc pourquoi pas, ça peut être un des trucs qu'on va voir, mais je peux pas vraiment définir avec vous maintenant l'intelligence humaine. On va quand même trouver la définition du Larousse de l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Donc à partir de là, on peut parler un peu de ce qu'on veut, puisque c'est très flou volontairement, je pense. Donc ça peut être celle des humains, ça peut être celle des réseaux, mais c'est de la connaissance de concepts, donc c'est à pouvoir identifier des concepts, et c'est du raisonnement. Donc la question qu'on va plutôt se poser, c'est qu'est-ce qui différencie l'intelligence humaine de l'intelligence d'un réseau de neurones. Ça va pas être une liste exhaustive, on va pas tout lister parce que déjà il y en a plein qu'on connaît pas, qu'on n'arrive pas à identifier, dont on n'arrive pas à dessiner les contours. On va en aborder trois. Donc la première, c'est la conscience. Donc c'est en lien avec ce que j'ai évoqué quand j'ai éclaté le ballon. Mais on va revenir plus en détail après dessus. La deuxième, c'est la généralisation en dehors de la distribution d'entraînement. Donc quand on entraîne un réseau de neurones, en fait on leur apprend des choses par l'exemple. Et une des conséquences notoires, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à généraliser à des choses qu'ils n'ont pas vues, qui sont typiquement loin de ce qu'ils ont déjà vu. Troisième chose, c'est la compositionnalité. Donc ça, il s'agit de représenter ce qu'on a déjà vu. Donc si j'ai un objet que j'ai déjà vu, je ne le représente pas juste comme cet objet, ou comme un enchaînement de pixels. On va essayer de trouver des concepts d'un tout petit peu plus bas niveau qui le composent. Par exemple, moi actuellement, je suis un corps, je suis un vêtement et je suis une voix. Et ben c'est des choses qui me composent. Et on peut, avec les corps, les vêtements d'autres gens, on peut recomposer différentes choses qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire que si je prends différents petits concepts et que je les recompose différemment, ça crée un nouvel objet. Donc on va commencer par la conscience. Donc on va prendre point par point. Encore une fois, c'est un concept dont on va essayer de se tenir un petit peu éloigné parce que sinon on va parler que de ça. Donc là, on va plutôt remplacer ça par le concept de raisonnement conscient. Qui va être de l'ordre de représentation de haut niveau des concepts, donc c'est ce dont on parlait. Si je raisonne consciemment, donc un raisonnement conscient, c'est un raisonnement qui est actif, qui est volontaire. C'est pas ce qui se passe sans y faire attention, c'est vraiment j'essaie de réfléchir, j'essaie de comprendre quelque chose, j'ai un raisonnement conscient. Typiquement, quand vous respirez, c'est pas un raisonnement conscient. Sauf si, je vous le dis et que vous commencez à y faire gaffe, auquel cas, votre raisonnement conscient, ça va être j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et ça, c'est une représentation de très très haut niveau. Voir la respiration comme juste j'inspire et j'expire,
c'est super haut niveau, parce qu'en réalité la respiration c'est pas inspirer, expirer. Quand votre corps lui il fait l'action de respirer, il se passe des dizaines d'autres trucs beaucoup plus détaillés. Il se passe la contraction, décontraction de tout un tas d'organes, il y a la gestion du passage de l'oxygène dans le sang, du passage du dioxyde de carbone du sang vers l'air, et tout ça c'est des trucs qu'il doit maîtriser. Et ça c'est une représentation donc sensorielle que votre corps a au niveau de quand il respire, qui est en beaucoup plus haute dimension, parce que ça se passe à des tas de niveaux, qui est une représentation de beaucoup plus bas niveau, alors que vous avez juste expiré, inspiré. Mais pourtant, quand vous y pensez, quand vous le faites de manière consciente, vous vous dites je respire, j'inspire, j'expire, j'inspire, ça fonctionne. Vous n'êtes pas en asphyxie. Donc ça veut dire que votre cerveau est capable de faire le lien entre les concepts de haut niveau, typiquement donc de l'ordre du langage, respirer, expirer, inspirer, et entre toutes ces perceptions de très bas niveau et en haute dimension, donc ce qui se passe dans tous vos organes et la gestion des molécules, etc. Le deep learning, lui, il va maîtriser plutôt uniquement la gestion des concepts de bas niveau et en haute dimension. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire le lien avec les concepts de haut niveau. Je vous parlais quand même de la Global Workspace Theory, qui est une théorie qui est développée par Bernard Baars entre les années 80 et 2000. Donc l'idée, c'est que ça c'est l'input d'un fonctionnement donc, dans votre cerveau, qui est toutes les perceptions sensorielles. Donc tout ce qu'il y a dans les terminaisons nerveuses, avec vos yeux, vos oreilles, etc. Donc tout un ensemble énorme de perceptions de bas niveau et en très haute dimension, puisqu'il y en a énormément. Et tout ça, ça va passer en fait dans un genre de bottleneck, ou en français entonnoir, dans un genre d'entonnoir qui va les filtrer, qui va en fait sélectionner seulement quelques petites informations, donc des informations qui là vont être de plus haut niveau, qui va construire ces informations de haut niveau à partir de tout ça, qui va les sélectionner, les filtrer et ensuite les diffuser dans tout le reste du cerveau. Et c'est ça c'est ça à ce moment qui est vu dans cette théorie comme le mécanisme de la conscience, c'est filtrer toutes les perceptions, l'ensemble énorme des perceptions pour construire quelques représentations de haut niveau. Donc ça a reçu quelques critiques, déjà parce que ça voit ce fonctionnement-là comme un flux continu, ce qui pose beaucoup de problèmes apparemment en sciences cognitives, et aussi que ça ne traite que la fonction de la conscience et pas sa nature, mais nous on s'en fout un peu, on va parler fonction. Ce qu'on peut en retenir, c'est que, d'une part, l'information filtrée, c'est les concepts de haut niveau, donc on arrive à identifier comment sont créés les concepts de haut niveau, et un autre truc qu'on peut identifier qui est très important, c'est que les concepts de haut niveau qu'on a, ils sont fondés sur toutes les sensations de bas niveau qu'on a dans notre corps. Et ça c'est très important, parce que ça veut dire qu'il y a un lien qui est potentiellement explicable et explicitable, si on avance suffisamment dans la recherche, entre les concepts de haut niveau qu'on manipule typiquement dans le langage et tout ce qui se passe à très bas niveau dans notre corps, et ce pourquoi le deep learning est très très bon. On va parler un peu donc de mécanismes d'attention. Donc l'attention, c'est un truc qui a été développé, qui a été proposé en 2015 par une équipe de chercheurs du MILA à Montréal. L'idée, c'est que on va concentrer la puissance de calcul seulement sur quelques éléments à la fois. Typiquement, si on traite des séquences et qu'on veut avoir un output en séquence, donc ça c'est une séquence, ça c'est une autre séquence. En fait, à chaque instant, on va sélectionner seulement quelques éléments. Donc là, typiquement, pour cet instant T, on va sélectionner que les 5 autour. On ne va pas tout traiter. Donc c'est une sélection d'informations de bas niveau, un filtre qui permet de traiter des concepts dont on espère qu'ils pourront être de plus haut niveau. Donc c'est ça l'espoir qu'on a pour faire le lien entre, dans le cadre des fonctionnements de raisonnement conscient de l'humain, c'est l'espoir qu'on a que des algorithmes de machine learning pourraient réussir la même chose, parce que ça permet de faire le lien entre les concepts de haut niveau qu'on a au niveau du langage, et par exemple les mécanismes d'attention en termes de machine translation, en NLP, et dans tous ces domaines-là, depuis 2015, tout se base là-dessus, ça marche super bien. Et du coup, on espère que c'est ça qui nous permettra de faire le lien. On va parler maintenant un peu du deuxième point, qui est la généralisation
en dehors de la distribution d'entraînement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est capable de généraliser en dehors de la distribution d'entraînement, on est capable d'aller plus loin que les exemples qu'on nous a présentés. Si on n'est pas capable d'aller plus loin que les exemples qu'on nous a présentés, on ne sera pas capable d'innover, on ne sera pas capable d'inventer et du coup d'évoluer de soi-même. Et surtout, on ne sera pas capable de dépasser celui qui nous a appris. Si nous, humains, on n'avait pas de capacité à généraliser en dehors de ce qu'on nous avait appris, jamais on n'aurait pu dépasser la connaissance de celui qui nous a appris. Et de la même manière pour un algorithme, s'il n'est pas capable de généraliser en dehors de ce qu'on lui a appris, il ne va jamais être capable de dépasser l'humain qui lui a enseigné sa tâche. On n'est pas bon pour ça, surtout dans les algorithmes en production. D'ailleurs, dans l'industrie, la plupart des acteurs réentraînent leur modèle de deep learning régulièrement. Même Google, et nous aussi, on réentraîne nos algos régulièrement, parce que sinon ils deviennent très vite obsolètes. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse du point de vue de la généralisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas des algos qui sont capables de généraliser, du coup on est obligé régulièrement de leur redonner de nouveaux exemples d'entraînement pour les adapter à la manière dont le monde change. Si on ne les adapte pas explicitement à la manière dont le monde change, ils ne seront pas capables de le faire eux-mêmes. Mais tu crois pas que nous aussi on se rentraîne, qu'on dort, qu'on fait des trucs par rapport à l'intelligence humaine? C'est intéressant. Non, mais peut-être. Et je pense qu'on est capable de généraliser en dehors de ce qu'on nous a appris, et je vais parler des mécanismes qui peuvent faire ça. Mais avant ça, une petite vidéo rigolote qui m'avait fait beaucoup rire il y a quelques mois et que je me suis dit que ça collait un petit peu, donc je vais vous la montrer. Un peu de contexte, c'est des chercheurs qui ont entraîné du coup un algorithme de reinforcement learning pour se garer sur une place de parking. Donc c'est une voiture, le but c'est de se garer sur une place de parking qu'on lui a désignée. Donc des millions d'instances d'entraînement, et si elle s'est garée sur une place de parking toute seule sur le parking, il n'y a pas de problème. À un moment, ils ont décidé de mettre un deuxième agent qui entraînait de la même manière et qui lui aussi avait pour objectif de se garer sur la même place de parking. Et ça donne ça. Donc c'est la panique totale, ils n'ont pas du tout réussi à s'adapter à ce changement-là. Alors qu'on peut imaginer qu'on ne ferait pas ça, nous, si jamais il y avait tout d'un coup une nouvelle voiture sur le parking. Voilà. Bon, après c'est un peu injuste, peut-être que si vous aviez une place de parking préférée dans laquelle vous aviez l'habitude de vous garer tous les jours et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui essayait de se garer dessus, ça finirait de la même manière. Mais du coup, on va prendre un autre exemple. Ça, c'est pas dû au fait que nous, on a été formés en théorie pour pas rentrer dans les autres voitures parce qu'on a fait des cours de conduite. Parce que moi, je suis pas sûr que j'aurais pas fait la même chose si on m'avait jamais fait. Tu penses que si on t'avait pas formé pendant 30 heures à te dire ne rentre pas dans les autres voitures, t'aurais foncé? Bah, même en dehors de ça, j'ai appris depuis que je suis gosse que c'était qu'un accident de voiture, j'ai vu des accidents de voiture, j'ai appris que j'ai des formations sécurité routière, j'ai vu plein de trucs depuis que je suis gosse. Donc je sais qu'il ne faut pas rentrer. Ouais. Mais c'est tout ce qui est compliqué quand tu parles de ces problèmes-là, c'est que c'est dur de mesurer quel est le niveau d'entraînement qu'on a eu en comparaison avec celui d'un algo. Mais on peut essayer de diguer un peu des concepts comme. Est-ce que pour rebondir sur ce que dit Arnaud, quand on rentre et quand on sort dans le métro et qu'il y a beaucoup de monde, franchement, on fait un peu ça. D'abord, non, mais ce que tu dis grosso modo, c'est que par exemple, nous on a vu des dizaines de milliards d'images, on s'est entraîné plein de façons différentes avec des retours, avec des feedbacks de son, de conclusions, etc. Dans l'absolu, actuellement, ce qu'on a technologiquement, même avec ce feedback-là, ne nous permettait pas d'atteindre ce résultat. C'est la thèse de ce que tu défends. Oui. Okay. Et on va passer à l'exemple suivant. Donc je vais vous présenter Karl. Karl, c'est un robot que j'ai imaginé. J'attends les financements pour pouvoir le construire. Karl, il a 7 jeux de vêtements, donc 7 tenues, un pour chaque jour de la semaine, qui sont strictement ordonnés par chaleur. C'est-à-dire qu'il a une doudoune, il a un manteau, etc. Tout ça, donc il a tous ses vêtements, chacun plus chaud que l'autre. Il fait une lessive tous les dimanches. Et du coup, il est censé décider quelle tenue porter chaque jour. Et pour ça, il a une perception qui est le thermomètre qu'il regarde tous les matins pour voir quelle température il fait. Karl, c'est un réseau récurrent, donc un RNN, dont la loss est directement liée à quel point chaque jour il a trop chaud ou trop froid. Okay. Pour entraîner Karl, comment on a fait ?
On lui a filé donc des instances d'entraînement, donc chacune c'est une semaine. On a dit bah tiens voilà donc c'est une semaine avec les températures qu'il va pouvoir découvrir chaque jour. Débrouille-toi pour minimiser ta loss qui est liée à si t'as trop chaud ou trop froid, donc choisis les bonnes tenues. Il voit pas les semaines à cheval. Il voit pas les semaines à cheval. Ok. Pour simplifier. Et on lui donne ces semaines de manière avec la considération que les semaines sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc on lui donne des gros batchs de semaines et on lui dit bah tout ça c'est des variables qui sont indépendantes et identiquement distribuées. Okay. Donc Karl il s'entraîne et on voit qu'au bout d'un certain nombre de semaines fictives où il s'est entraîné, il choisit en général la bonne tenue et il n'a jamais ni trop chaud ni trop froid. Néanmoins, il se passe quelque chose dans notre environnement qui est la planète Terre, ça s'appelle le réchauffement climatique, qu'on peut voir comme un changement de l'environnement. L'environnement, tous les jours, bon, ça se voit peut-être pas à l'échelle de la journée, mais à l'échelle d'une année et d'une décennie, ça se voit que les températures moyennes vont changer. Et du coup, ça va faire qu'au cours des années, Karl il va devenir extrêmement nul. Et il va complètement se planter, il va toujours avoir trop chaud ou trop froid. Pourquoi ? Parce que en lui donnant ces données avec la présomption qu'elles sont identiques et elles sont indépendantes et identiquement distribuées, on l'a privé en fait d'une information super importante qui est comment l'environnement change. Et s'il n'a pas cette information sur comment l'environnement change, ça va être très très compliqué pour lui de s'adapter au changement de l'environnement. Si par exemple il avait une manière de calculer quelle est la cause de ces changements, s'il y a une manière de comprendre, ah tiens il y a un réchauffement climatique, une augmentation de 2 degrés tous les 20 ans, et ben il pourrait s'adapter. Mais il ne peut pas avoir cette compréhension-là avec les algos qu'on a maintenant. Et on a très peu de bons prédicats pour remplacer celui de l'indépendance et de l'identique distribution. On va parler d'une autre conséquence potentiellement désastreuse de l'incapacité relative des algos de deep learning à généraliser en dehors de ce qu'ils ont appris. C'est l'événement du signe noir, donc Black Swan Event, qui est une théorie de Nassim Nicholas Taleb, qui a à la base été développée pour des applications dans la finance et des questions de gestion de risque. L'idée, c'est qu'un événement signe noir, c'est un événement qui est complètement improbable, donc qui a une probabilité quasi nulle, mais s'il se produit, les conséquences elles vont être énormes. Donc ça c'est un problème très important en gestion des risques parce qu'on ne veut pas ignorer l'événement du signe noir parce que régulièrement il y en a quand même un qui se produit et si on l'a ignoré, comme il a des conséquences énormes, on va se retrouver un peu mal. Et c'est le cas aussi dans notre domaine parce que on reprend l'exemple de la voiture autonome où tous les exemples où des algos de machine learning vont avoir des vies humaines en jeu. Si ils n'ont pas été programmés pour gérer des événements improbables mais aux conséquences désastreuses, ils vont se planter dans les événements improbables et aux conséquences désastreuses et avec des conséquences potentiellement désastreuses. Donc on va prendre cet exemple-là. Imaginons donc une voiture autonome. Donc très bien entraîné, imaginons qu'on est en 2040, on sait faire des voitures autonomes qui fonctionnent bien sur toutes les routes, etc., par tous les temps. Et là on les met face à une horde de zombies. Donc on a notre voiture qui est face à une horde de zombies, ce qui est un bon exemple je pense d'événement signe noir parce que c'est hautement improbable, mais s'il y a une invasion de zombies, les conséquences sont très grandes. Si notre voiture autonome elle se retrouve face à une horde de zombies, on va vouloir sans doute qu'elle fasse demi-tour et qu'elle fuit très vite. Mais avec nos algos actuels, on n'a aucune manière de prévoir le comportement que va avoir notre voiture autonome face à une horde de zombies. Donc potentiellement elle n'aura pas la bonne réaction sur des événements signe noirs. Dont là j'ai pris un exemple un peu drastique, mais on peut en imaginer des plus cohérents, enfin des plus probables. Bon alors pourquoi nous humains on est meilleurs pour gérer des événements de type signe noir? Par exemple on arrive très bien à imaginer que si on se retrouvait face au volant d'une voiture à une horde de zombies, on ferait demi-tour très vite. Et on arrive pas mal à généraliser en dehors d'une distribution d'entraînement et il y a des raisons qui sont identifiées pour ça. La première c'est le meta-learning, je vous parlais un petit peu de meta-learning.
Donc pour ceux qui n'étaient pas là les 10 derniers mois, donc c'est apprendre à apprendre. Comment ça fonctionne en général? Il y a 2 niveaux d'apprentissage. Donc il y a une inner loop qui est ce qu'on connaît actuellement pour à peu près tous les algos de machine learning. Par exemple, Carl qui choisit ses 7 vêtements pour une semaine, c'est une exécution d'une inner loop. Carl qui pendant 10 ans, chaque semaine choisit des vêtements, c'est plein d'exécutions de l'inner loop. L'outer loop, donc c'est ça qu'on ajoute quand on est dans le meta-learning, c'est qu'on change l'environnement. On fournit à l'agent un nouvel environnement et démerde-toi, recommence. Et donc dans le cas de Carl par exemple, ça pourrait être, là pour l'instant Carl imaginons qu'il était uniquement à Paris, climat parisien, et une outer loop ça pourrait être régulièrement, tiens on t'envoie dans tel autre pays avec un climat complètement différent et vas-y réapprends. Et du coup, il réexécuterait un certain nombre d'inner loops à l'intérieur, mais voilà. L'outer loop, c'est quand on change l'environnement. Alors pourquoi les humains, eux, ils sont super forts là-dessus? C'est parce qu'ils ont énormément d'avance en fait. Parce que l'inner loop, là-dedans, ça va être par exemple une vie humaine. L'apprentissage qu'on fait tout au cours d'une vie, en fait, c'est une exécution d'une inner loop. Et à ce moment-là, l'outer loop, c'est la vie. C'est-à-dire que depuis des centaines de millions d'années, on a à chaque fois plein d'inner loops qui sont créés, donc plein de vies, à chaque fois avec un environnement différent, puisque chaque patrimoine génétique est différent, éventuellement même dans une partie du monde différent, dans l'eau, sur la terre, dans l'air, etc. Et tous ces apprentissages de tous nos ancêtres depuis des centaines de millions d'années, en fait, c'est un méta-apprentissage dont on bénéficie aujourd'hui. Puisque le principe de sélection naturelle, en fait, c'est une forme d'apprentissage. D'ailleurs, on entraîne vraiment des algos de machine learning avec des méthodes proches de la sélection naturelle. Donc en fait, pourquoi nous, on a certains instincts, pourquoi il y a des trucs qu'on arrive à faire dès la naissance, même si on ne nous l'apprend pas? C'est parce qu'on bénéficie de tout cet apprentissage, ce méta-apprentissage, depuis des centaines de millions d'années, et de toutes les expériences qu'ont eu tous vos ancêtres par le passé. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu d'avance. Deuxième raison pour laquelle on est meilleur, c'est qu'on maîtrise un truc qui s'appelle la compositionnalité, que je vous ai introduit tout à l'heure. Donc typiquement, on est capable de monter une armoire Ikea, et si on changeait par exemple une des vis et un des écrous, on serait capable de s'adapter. Donc on est capable de jouer avec les composants de quelque chose et de recomposer. Donc la compositionnalité, pour la définir, c'est apprendre à partir d'un ensemble fini de combinaisons à propos d'un ensemble de combinaisons qui est bien plus grand. C'est-à-dire que, je ne peux pas l'expliquer mieux en fait, c'est intimement lié en fait à la théorie du langage. Donc c'est l'idée que par exemple quand vous avez une phrase, son sens est complètement dépendant des composants de cette phrase, c'est-à-dire les mots, les morceaux de phrase, etc. et de la manière dont ils sont composés, donc comment ils sont articulés, dans quel ordre, avec quel connecteur logique, etc. Donc typiquement le langage, c'est 90% de composition. Donc à ce moment-là, on peut faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure de l'inconscience, qui est traiter des concepts au niveau du langage. Si on est capable de composer, on est capable de mieux traiter des concepts au niveau de la conscience. Donc un intérêt de la compositionnalité, si on est capable de prendre des composants, de les recomposer, de jouer avec ça comme on veut, alors on est capable de de penser à des combinaisons qui ont une probabilité nulle selon la distribution d'entraînement. Alors je vais être plus en détail là-dessus. Probabilité nulle selon la distribution d'entraînement, ça ne veut pas dire que c'est un exemple que vous n'avez pas vu pendant la distribution d'entraînement. Typiquement, si on a ça, ça c'est les exemples d'entraînement qu'on a vus, les points verts. À partir de là, le modèle, et nous, si on devait le faire à la main, on dirait probablement c'est une gaussienne autour de là. Ça, c'est la distribution de probabilité qu'on a à partir des exemples d'entraînement. Par ici, on se dit,
un point dans cet intervalle-là, c'est pas dans la distribution d'entraînement. C'est pas pour autant que ça a une probabilité nulle. En réalité, ça a une probabilité très forte puisque c'est là. Donc ça risque d'arriver souvent. Et la plupart des modèles de machine learning arrivent très bien à gérer des cas comme celui-là, dont ils n'ont pas vu l'exemple, mais qui sont très proches des points dont ils ont vu l'exemple et qui ont donc une grande probabilité dans la distribution de probabilité d'entraînement qu'ils ont fait. Par contre, ce point-là, ici tout au bout, il a une probabilité quasi nulle sur la distribution d'entraînement. Parce en gros, il est très loin des exemples qu'on a vus. Et du coup, la compositionnalité, c'est pas ça permet de créer des nouveaux exemples, parce que ça, finalement, on sait déjà faire. Quand on fait du pré-processing dans l'entraînement, qu'on fait des rotations, des flous gaussiens, des changements de luminosité, tous ces trucs-là, on peut créer à l'infini des nouveaux exemples, mais en fait, on crée à l'infini des nouveaux exemples comme ça, qui sont très proches de la distribution d'entraînement. Si on est capable de manipuler tous les composants de ce qu'on observe pour créer des nouveaux concepts, en fait on est capable de créer des nouveaux concepts qui ont une probabilité nulle, donc qui sont très loin de ce qu'il y a déjà créé. Et à ce moment-là, on a un dataset qui est potentiellement donc infini, comme quand on fait des rotations, mais surtout, et c'est ça qui est important, qui est infiniment varié. C'est-à-dire qu'on peut aller trouver des concepts qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a déjà vu et on peut varier énormément ce sur quoi on s'entraîne et ce qu'on est capable de considérer. Et en particulier, donc c'est une solution au problème du Black Swan, puisque si on est capable de recomposer les composants, on est capable de construire des événements qui sont a priori improbables, mais potentiellement ont des conséquences énormes. Et si on est capable d'étudier toutes ces combinaisons, et si on est capable de voir, tiens, si cette combinaison elle arrivait, les conséquences seraient énormes et je me planterais, et on pourrait adapter l'entraînement pour prendre mieux en compte cet événement qui est improbable, mais qui aurait d'énormes conséquences s'il arrivait. Dernière chose dont je vais vous parler, donc c'est dans le cadre de la composition, c'est un papier que j'avais découvert il y avait d'autres personnes qui avaient découvert avant moi, mais que j'avais lu pendant la biblio sur le meta-learning, parce que c'est le papier qui a introduit le dataset Omniglot. Dataset Omniglot qui est un benchmark très important en meta-learning, mais là on va parler d'un truc qui n'a rien à voir. Donc c'est qu'ils ont essayé de construire des algorithmes qui arrivent à manipuler justement des composants classifiés par composition et à créer des compositions aussi bien que des humains. Donc spoiler, ils ne sont pas forcément arrivés. Donc classifié par composition, donc si je vous donne cet objet là, un petit peu incongru, et je vous demande de le classifier, comment dire, lequel de ces 8 objets ça correspond auquel de ces 8 objets? Celui-là? Non, là, celui-là? Ouais. Exact. Alors comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir? En fait, on va identifier les composants. Et on voit que les deux là, ils ont deux grosses roues comme ça. C'est le cas d'autres objets dans la liste. Mais il y a un autre truc, c'est qu'il y a un genre de mât tout droit. Et c'est le cas aussi d'autres objets dans la liste, par exemple, c'est celui-là. Mais celui-là, il n'a pas deux roues, il n'y en a qu'une roue. Et enfin, le troisième composant qu'on peut identifier, c'est le petit guidon. Et si on fait le croisement entre ces trois composants, ça nous permet de classifier avec quasi certitude que c'est cet objet-là. Alors qu'en fait, si on regarde cette image-là, si on regarde à l'échelle des pixels, c'est pas du tout la plus proche de celle-ci. Sans doute que celle-là ou celle-là sont plus proches. Mais en regardant par les composants, on est capable de classifier avec une plus grande certitude. Il y a une question que je me pose là-dessus. Le problème en soi est défini là, actuellement, non pas par un élément, mais par un ensemble d'éléments, donc on cherche le plus proche. C'est-à-dire que si cet ensemble d'éléments était différent, on aurait peut-être par exemple matché avec le monocycle. On est d'accord là-dessus. Comment tu définis ça proprement? Tu dis... je suis pas sûr de comprendre. En fait, je suis en train de me dire que j'aurais potentiellement classifié ça autrement, sauf qu'on s'est implicitement mis d'accord, toi et moi, sur qu'est-ce que ça signifiait le plus proche. Je pense qu'un exercice intéressant, ça aurait été de poser la question à tout le monde. Et je pense que, je sais pas combien on est ici, mais je pense qu'on aurait été beaucoup à dire que c'était celui-là. Celui-ci? Potentiellement, sans communiquer entre nous, je pense qu'on serait mis d'accord.
Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Sans être capable de définir explicitement. Sur la connaissance du problème, de savoir qu'est-ce qui est quoi, il y a une connaissance sémantique a priori de l'utilisation qu'on n'a pas du tout formulée ici. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a le même raisonnement et qu'on était d'accord implicitement? C'est parce qu'on manipule les concepts un peu de la même manière, qui sont des concepts de haut niveau, du niveau du langage. Deux roues, un mât comme ça, un guidon comme ça, et je te demande quel est le même objet, tu vas te dire bah, c'est sûrement l'objet qui a été conçu avec le même design, avec les mêmes composants. Et à ce moment-là, bah, il n'y en a qu'un seul qui a ces deux roues, le truc pour les pieds, et voilà. Tu vas pas mettre un objet parce qu'il ressemble globalement ou qu'il est de la même couleur si je te demande quel est l'objet le plus proche. Non, mais il pourrait y avoir des similarités sur d'autres concepts qui seraient légèrement différents. Par exemple, sur le design, j'aurais pu parler de design, tu vois. On a pu parler de design. On n'a pas du tout parlé de design parce qu'on a supposé à ce moment-là que ce qui nous intéressait, c'était le côté mécanique. Mais si on avait parlé de design, on aurait peut-être eu une autre réponse, mais en fait, ça aurait été le même raisonnement. Je t'avais dit, du point de vue design, quel est le plus proche, bah, tu aurais regardé les composants du design. La couleur, la brillance, la forme globale, etc. Mais ça reste des composants. Parce que, par exemple, si je te pose la question de quel est le plus proche entre un dauphin, un homme et un requin. Quel est le plus proche de l'homme? C'est le dauphin. Ouais. Quel est le plus proche du dauphin? C'est le requin ou c'est l'homme? Bah, ça va dépendre des composants que tu regardes. Si tu regardes le composant mammifère, par exemple, tu vas dire que c'est l'homme. Si tu regardes le composant nageoire, bah, tu vas peut-être dire que c'est le requin. Vous pouvez faire des tests avec différentes populations. Tu mets 30 personnes random, tu leur poses la question. Tu mets 30 biologistes, tu leur poses la question. Oui, mais ouais, du coup, on s'est mis d'accord sur un truc implicitement, quoi, sur qu'est-ce qu'on évalue. Ouais. Mais aussi, c'est parce que on est à peu près la même personne tous les deux et qu'on a à peu près la même manière de raisonner. Peut-être, ouais. On pense fonction. Et alors la composition, donc le deuxième truc qu'ils ont exploré, c'est la capacité à inventer par composition. Donc, imaginons qu'on a ces trois objets-là. Je vous dérange. Si on regarde ces trois objets-là et qu'on prend chacun un composant, on va pouvoir construire un nouveau truc. Donc par exemple, ce truc-là, là, un peu moche, qui a la monoroue de cet autre truc-là, un peu moche, qui a le socle d'une moto et qui a le petit guidon ridicule du Segway. Et on est capable d'inventer ce truc qui n'existe pas du tout en recombinant les composants d'objets qu'on a déjà vus. Et du coup, ils ont mis quelques algos à l'essai là-dessus. Ils ont mis des algos deep learning à l'essai là-dessus qui se sont énormément plantés. Ils ont mis des algos bayésiens là-dessus qui sont un peu moins plantés mais qui sont quand même pas au niveau de l'humain. Donc là-dessus, c'est un des trucs sur lesquels on voit qu'on peut progresser. Et je pense pas que ce soit un problème qui reste encore pendant 20 ans. Mais c'est quelque chose où on n'est pas encore au niveau. Donc on va conclure. Avec j'en ai mis trois, avec trois leçons à retenir de cette présentation. Alors la première, c'est qu'il ne faut jamais s'engager sur une formation sur un sujet qui est extrêmement exploratoire si vous ne l'avez pas exploré avant. Sinon, voilà, ça risque de dépasser le temps que vous avez prévu pour ça. Donc je partage mon apprentissage avec vous. Deuxième point, donc ça c'est plus global, il faut accepter qu'on est très loin de pouvoir, avec nos algos de machine learning, atteindre l'intelligence humaine et en fait on est même très loin de savoir comment la définir, donc encore moins comment l'atteindre. Tout espoir n'est pas perdu et ce qu'il nous reste à faire c'est d'agir en ingénieur lean, c'est-à-dire qu'on commence par identifier les écarts au standard, donc le standard étant l'intelligence humaine. On a identifié que nous humains on est très fort pour la compositionnalité. Et on regarde ça, on voit qu'il y a un écart et on travaille, on recherche, on développe des idées et on essaie de les implémenter pour combler cet écart-là. Vous connaissez là Merci. Est-ce que tu as lu le papier de Cholet récemment ou pas? Oui. Et alors, t'en penses quoi? C'est intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En gros, ce papier, c'est sur la mesure de l'intelligence, c'est ça que tu parles? Ouais. En gros, l'idée c'est que les tests qu'on a actuellement pour mesurer l'intelligence des algos de machine learning, ils sont mal conçus puisqu'ils testent toujours la capacité à résoudre une tâche bien précise. Par exemple, les algos pour jouer aux échecs, ils sont testés sur la capacité à jouer aux échecs, etc. Et du coup, pour lui, c'est une mauvaise mesure d'intelligence dans le sens où
L'intelligence, c'est essentiellement savoir s'adapter à des nouvelles tâches. Donc là, on est à fond dans le meta-learning. Et du coup, il faudrait avoir des mesures d'intelligence qui mesurent la capacité à s'adapter à des nouvelles tâches, à découvrir et à résoudre rapidement et de manière efficace ces nouvelles tâches. Il a proposé un truc, mais c'est une première itération. Et tu trouves ça une piste pertinente ou... Ouais, de toute façon, c'est un problème, enfin, je trouve qu'il n'a pas été adressé avant. Il est adressé, il y a une première proposition. Je t'avoue, j'ai pas testé mes algos dessus, donc je peux pas savoir si c'est un peu typiquement ce qu'on pourrait pour voir si c'était pas complètement bête, c'est arriver à reproduire des chiffres, enfin des séquences d'objets, arriver sur des images, à identifier quel élément devrait aller à quel endroit, genre là il faudrait mettre un carré, je crois. Hein. Ouais, c'est ce genre de truc. Mais c'est genre le même test pour tous les algos ou c'est un test spécifique en fonction de l'algo? En fait, lui, il a juste proposé un dataset et après, justement, c'est à toi de construire un algo qui permette d'arriver à proposer des réponses, proposer des solutions sur différentes tâches qui sont de ce type-là. Après, le test idéal quand même reste de pouvoir en fait générer des tâches. Et du coup, tu as une infinité de tâches, à ce moment-là, tu as une meilleure. Alors que si c'est. En fait, dès que tu fais un processus de test qui est le même à chaque fois, et ben, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un algo qui bousille ce processus de test-là. Et ça veut pas dire qu'ils vont être plus intelligents, ça veut dire qu'ils ont complètement overfité sur ces tests-là. Rien ne les empêche de faire un algo par sous-tâche et de les composer, quoi. Non, parce que imagine, c'est des algos générés aléatoirement. Ouais. Tu nous as dit qu'on avait beaucoup d'avance, qu'on avait toute la vie humaine, toute la connaissance générée par la vie humaine depuis le début. Plus qu'humaine, du coup. Depuis la première cellule. Ouais. Globalement, en fait, je vois pas comment une machine pourra un jour l'avoir, cette connaissance. Et du coup, en fait, ton deuxième point, est-ce que tu ne mettrais pas juste on n'atteindra jamais? Bah, jamais, je sais pas, parce que les machines, elles processent beaucoup plus vite que nous. Ouais. On est capable de générer, de faire des algos qui, en quelques semaines, ont joué autant de parties d'échecs qu'un professionnel pendant 80 ans. Enfin, on va beaucoup plus vite. Donc, c'est pas interdit. Si on continue à doubler les puissances de calcul tous les ans, c'est possible. Mais évidemment, je dis pourquoi est-ce que l'humain est beaucoup plus fort, et il restera beaucoup plus fort en partie grâce à ça pendant encore des décennies. J'en ajoute, si vous voulez lire de la littérature moins scientifique sur la définition de la conscience humaine, il y a un auteur qui s'appelle Frank Herbert, qui a écrit un livre qui s'appelle Destination vide, si vous voulez le lire, il est assez intéressant. Et je ne sais pas s'il était au courant des réseaux de neurones à son époque, à l'époque où il a écrit, il est mort en 86, mais il fait un truc qui ressemble à des réseaux de neurones dans un vaisseau spécial. Il n'est pas très long si vous voulez. Cool. Dans son réseau, je crois que c'est très bien. Plus court que des. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou ajouts? Bon bah, bon appétit. Merci.